Europe 1, 8h32, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors, il y a le Parisien qui se paye un titre à la Audiard. Razzia sur le cannabis. Et puis finalement, en fait, c'est de tous les côtés. Les caves se rebiffent. Le Figaro, les avocats déclarent la guerre à Taubira. L'opinion sociale, une grand-messe pour rien. Et puis, une fois n'est pas coutume, il n'y a ni foot ni rugby en une de l'équipe. Non, après la déception du week-end, le quotidien sportif découvre une discipline oubliée, le volleyball. Et là, c'est la joie. France-Slovénie 3-0, magnifique. On commence avec le conflit, ou les conflits syriens d'ailleurs. Mais oui, Le Monde publie 8 pages d'analyse sur la stratégie russe en Syrie. Entre retour à une logique impériale et syndrome tchétchène. Mais c'est dans le Figaro qu'on trouve un texte signé Dominique de Villepin qui invite les Occidentaux à chercher un partenariat avec la Russie, mais aussi avec la Chine en fait, puisque son idée c'est qu'il faut absolument rééquilibrer un monde menacé de se fracturer en 2 blocs. Alors au nom de quelques principes, le caractère intangible des frontières et la non-ingérence, dont le non-respect ont d'ailleurs fait des catastrophes ces dernières années, eh bien, il propose la définition de zones de cessez-le-feu en Syrie. Il insiste surtout sur la fragilité de certains pays, la Turquie notamment. Alors la Turquie, il en est question quelques pages plus haut dans le Figaro, de cette Turquie avec laquelle l'Europe se remet donc à discuter par peur d'une nouvelle vague de migrants. En échange de sa coopération, une relance des discussions sur la candidature turque à l'Union européenne et un accès facilité au visa pour les Turcs. Une démarche, nous dit le journal, qui est critiquée par la presse allemande, notamment le quotidien Bild-Zeitung qui titrait « Peut-on faire des affaires avec le sultan Erdogan ?» La presse française, elle, ne semble pas beaucoup se poser la question. La conférence sociale, c'est donc ce matin avec François Hollande et sans la CGT. Oui, parce qu'il faut dire, nous, on est occupés donc à commenter le non-événement de la conférence sociale. Alors, les mots qui reviennent ne laissent guère d'illusions. Malaise, fracture. S'il s'agit simplement de promouvoir le principe du dialogue social et ses vertus, dit François Hernenwein dans La Croix, on peut trouver très vite un consensus. Mais pour conclure une discussion, il faut aussi du grain à moudre. Seuls des progrès économiques permettraient à la réforme de ne pas être simplement le nom de code de nouveaux sacrifices. Mais en fait, les commentaires ne sont pas tellement plus tendres à l'égard de la CGT. La défense des acquis sociaux est un beau slogan pour rester à la tête de son syndicat, juge François Vojdalik dans Le Courrier Picard. Mais il sonne creux quand de nombreuses personnes choisissent elles-mêmes de se mettre en dehors du salariat. Que dit la CGT aux millions d'auto-entrepreneurs, à la génération Y née dans le numérique qui ne rêve que d'indépendance et pour qui la CGT est le symbole d'un monde du travail inadapté à ses aspirations? Libération choisit de nous parler de notre école ce matin. Oui, il est vrai que le marché du travail se porterait sans doute mieux si l'école ne produisait pas chaque année 150 000 jeunes sans qualification. Libération nous explique que la courageuse ministre de l'Éducation nationale va une fois de plus s'opposer à tous les conservatismes. Vallaud-Belkacem abat sa carte scolaire. Alors un éditorial en forme un peu de panégyrique quand même, et une réflexion sur ces établissements que fuient les classes moyennes. Le problème est crucial, comme le montrent ces maires de Montpellier cités par le journal qui protestent contre un collège dont 95% des élèves sont d'origine marocaine. Ils ne se sentent pas français, ils ne sont pas marocains, commente un surveillant. Leur identité, c'est d'être musulmans. La sociologue Nathalie Mons explique d'ailleurs être à la recherche d'outils pour mesurer l'hétérogénéité des origines nationales. Oui, les sociologues ont décidé collectivement, dit-elle, de ce terme pour ne pas retomber dans les statistiques soi-disant ethniques. Alors pendant qu'on s'empaille sur les mots, la réalité est là. Et dans le monde, des professeurs protestent contre la baisse des ambitions gouvernementales sur le primaire. C'est pourtant là que tout se joue. Là que se préparent les difficultés du collège, quelles que soient les origines ethniques. Et si le média training était le drame de nos politiques, Natacha ? Ah ça, l'excellente revue Charles s'intéresse au discours formaté de nos politiques avec une enquête sur le média training. Alors, produit clé en main, vous voyez, on découvre la séance de 3 heures pour l'interview type France 3 ou les 5 fois 3 heures pour transformer le politique en tout terrain, c'est formidable. La modernité maintenant, c'est justement pas le truc trop formaté. Attention, il faut rendre les politiques co-auteurs de leurs personnages. C'est beau, non ? Alors, il faut que ça sonne en bouche, dit un professionnel. Et puis, il y a les journalistes contactés par les boîtes de com pour des demi-journées à 1 000 € de formation. Jean-Luc Manot, par exemple, assume totalement le basculement. Il a conseillé la droite, la gauche, Bertrand Delanoë, puis plus récemment NKM sur Paris. Je peux faire Coca-Cola sans boire du Coca-Cola, dit-il. Je peux donc faire un candidat en lui disant que je ne voterai pas pour lui.
Et les électeurs, en entendant ce discours, est-ce qu'ils voteront, eux ? Au rayon idéologie, ce matin, on trouve le communisme. Oui, le magazine L'Histoire pose une question qui semble aujourd'hui vertigineuse. Communistes, pourquoi ils y ont cru ? Il faut se plonger dans cette époque où les utopies avaient encore droit de citer, non pas pour réhabiliter, nous dit l'historien Michel Vinocq, mais pour décrypter ce qui fut une croyance. Croyance en l'avenir, en l'humanité, en la solidarité des opprimés. Une enquête du Nouvel Observateur en février 1973 révélait que le groupe parlementaire du PCF était composé de 37% d'ouvriers et de 28% d'instituteurs. En effet, c'est une époque très lointaine. Le téléphone pleure pour finir, Natacha. Mais oui, l'opinion et les échos nous annoncent la disparition d'un élément de notre quotidien devenu désormais inutile. La loi Macron déleste Orange de son obligation d'entretenir les 41 300 cabines téléphoniques qui ont survécu au portable. Dans un concert de protestation, bien sûr. Alors les allergiques aux ondes magnétiques, les habitants de ces fameuses zones blanches où le portable n'arrive pas, et puis les prévoyants qui savent qu'en cas de coupure massive d'électricité, seul le téléphone filaire fonctionne. Ah ben oui, c'est vrai, ça, souvenez-vous de la scène dans le film Catastrophe le jour d'après. Le dérèglement climatique a provoqué un raz-de-marée, plus aucun portable ne marche. Et le personnage principal réussit à joindre son fils avec un bon vieux téléphone. On devrait y penser en période de COP21. Et puis, surtout, après les ravages du média training, du formatage des politiques par la communication, les cabines téléphoniques, ça reste très utile pour les congrès de parti. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.